Bonjour les amis. Tout d'abord, je tiens à remercier l'APRT et les GPR pour ce magnifique congrès et je tiens à remercier Monsieur le Président, c'est Khalid Benani, pour l'accueil toujours chaleureux et cette organisation impeccable. Donc on a pris un peu de retard, mais il me dit que c'est bon, donc ça doit être bon. Donc on va passer la parole au professeur Chounian, chef de service de gastropédiatrique de nutrition à l'hôpital Trousseau, président de l'APLF, et qui nous fait l'honneur à chaque fois qu'on le sollicite d'être parmi nous. Donc il va traiter d'un sujet qui est d'actualité et qui nous intéresse tous. C'est comment manger équilibré. À toi la parole, cher ami. Merci. Merci Khalid. Et merci encore de m'inviter dans cette très belle ville de Tanger, qui est la ville maintenant que j'ai le plus visitée au Maroc. Mais je suis prêt encore à le refaire. Alors, c'est une question, déjà, je ne vais pas dire comment vous devez manger équilibré, mais comment les enfants et les adolescents doivent manger équilibré. Ce n'est pas exactement la même chose. Je n'aborderai pas les nourrissons et les jeunes enfants. On en parlera demain dans l'atelier. Alors, avant de vous donner la réponse, j'aimerais savoir, on n'a pas pu le faire en vote, donc vous allez le faire à main levée. J'aimerais savoir ce que vous pensez, vous, comme étant une alimentation équilibrée. Il n'y a qu'une seule réponse. Donc, interdit de lever la main 2 fois. Donc, il n'y a qu'une seule bonne réponse. Donc, je vous laisse le temps de les lire toutes les 5 parce qu'il va falloir que vous choisissiez. Donc, on va les lire très vite fait, puis ensuite, vous allez voter. Donc, A, c'est alimentation saine. B, alimentation riche en légumes et fruits, pauvre en viande, sel et sucre. C, alimentation variée, adaptée aux sensations de faim et de satiété. D, alimentation normocalorique, moins grasse, moins salée, moins sucrée. Et E, alimentation prévenant les carences nutritionnelles. Une seule bonne réponse. Attendez, vous avez levé la main. Qui pense que c'est A? Levez haut la main. B. C. Ah, le C a pas mal de suffrages. D. Ah, le D aussi. E. Ah, c'est presque le E qui gagne. Bon, vous avez raison. C'est bien sûr la réponse E qui est bonne. Les autres, ça ne veut rien dire du tout. Surtout l'alimentation saine. L'alimentation saine, c'est sûrement éviter de manger ce qui est sale. Mais bon. Donc, il y a 4 piliers dans l'alimentation équilibrée de l'enfant et de l'adolescent. On va les voir un par un. On va commencer par le pilier le plus important, qui est le fer. Je vous ai déjà parlé de nombreuses fois, mais je vous rappelle quand même que les besoins en fer de l'adolescent sont particulièrement élevés, puisqu'ils voyez qu'ils s'étalent de 1 mg de fer absorbé par jour, et non pas de fer ingéré, jusqu'à 2,4 chez l'adolescente, qui a non seulement des pertes, mais aussi une croissance qui est toujours en cours. Alors, je rappelle également que l'absorption du fer des produits carnés est 7 à 8 fois plus importante que celle des végétaux. Le fer des produits carnés, que ce soit la myoglobine ou l'hémoglobine, se présente sous forme de fer héminique que vous apercevez ici. Je ne sais pas si on voit ma flèche. Non. Et elle est directement absorbée, alors que le fer des végétaux notamment est un fer ferrique, Fe3+, qui doit être réduit en fer ferreux, Fe2+, ce qui est un facteur limitant et qui réduit son absorption. Vous voyez, 20-30% versus 2,2 à 5%. Et donc, pour absorber 1 mg de fer, je vous rappelle que c'est 1 à 2,4 qu'il faut absorber entre l'enfant et l'adolescent. Vous voyez que les produits carnés, c'est environ 180 grammes de produits carnés, tout compris. Plus la viande est rouge, plus elle est riche en fer, moins on en a besoin. Vous remarquez que la cuisse de poulet est 3 fois plus riche que le blanc de poulet, parce que la chair est noire. Vous remarquez aussi que les œufs, moi j'adore les œufs, mais ce n'est pas du tout un aliment nutritionnellement intéressant. On confond souvent la viande et les œufs à cause des protéines, mais je rappelle qu'on n'a aucune carence en protéines dans les pays développés. Et quant aux végétaux, vous voyez que c'est quasi impossible de les assurer. Alors, si vous avez bien suivi, vous faites un calcul rapide et vous dites, mais l'adolescente, si j'ai bien suivi, doit manger environ 400 grammes de produits carnés par jour, puisqu'elle a des besoins de 2,4. Et là, c'est la notion d'apport nutritionnel recommandé. Les apports nutritionnels recommandés, c'est ceux qui assurent les besoins de 97,5% de la population, c'est-à-dire la médiane plus de déviation standard. C'est ce que j'ai mis à l'extrême gauche, ici, ou droite de la figure, avec 2,4 et 1,8.
Donc effectivement, les filles qui se trouvent à ce niveau-là ont besoin de manger énormément de viande. Et vous, comme moi, vous devez voir beaucoup de filles adolescentes qui ont des règles plutôt abondantes, qui mangent de la viande, beaucoup de viande, et qui sont néanmoins carencées en fer. Elles ont sûrement la malchance d'être là. Par contre, si vous prenez la médiane, c'est-à-dire les apports qui assurent les besoins de 50% de la population, vous voyez que ça correspond à environ 200 grammes de produits carnés par jour, ce qui est hautement accessible à condition de consommer de la viande midi et soir, et c'est ce que la Société française de pédiatrie recommande. Alors bien sûr, il y a des rumeurs qui circulent, des rumeurs qui sont entretenues parce que vous savez, il y a vraiment une tendance à vouloir diminuer la consommation carnée. Je suis en train de lire un livre très intéressant de Jean-Claude Poisat qui reprend l'histoire de la consommation de viande et on comprend mieux tout ce qui est caché derrière tout ça. Mais pour être très rapide, parce que je n'ai pas le temps de tout développer, mais chez l'enfant, ce qui est certain, c'est qu'il n'y a aucun lien ni avec l'excès de consommation de viande, si tant est qu'on puisse le définir, ni il y a un lien avec le cancer du côlon, ni avec l'altération de la fonction rénale. Et même chez l'adulte, c'est hautement discutable, parce que les gros consommateurs de viande, généralement, ont d'autres véritables facteurs de risque de cancer du côlon. Alors c'est vraiment un problème planétaire de santé publique. Vous voyez, à la partie gauche, vous voyez la prévalence de la carence martiale dans le monde, et vous voyez que même en Europe, qui est considérée comme plutôt civilisée, vous voyez qu'un tiers des adolescents, notamment des adolescentes, sont carencés en fer, les jeunes enfants aussi, avec l'anémie par carence martiale, donc, qui est donc le stade ultime de la carence martiale, qui atteint quand même près de 10% des adolescents. Une étude récente aux États-Unis a montré que 45% des adolescentes et des jeunes femmes de 12 à 21 ans, donc la moitié, étaient carencées en fer. Cette tendance va sûrement s'aggraver avec l'idéologie qui consiste à diminuer la consommation carnée, sans aucune base scientifique, bien évidemment. Quant aux pays en voie de développement, alors les émissions sont très très variables, notamment en rapport avec l'accès à la viande, et vous voyez que ça peut atteindre 2/3 des jeunes enfants et un cinquième pour l'anémie par carence martiale aussi des jeunes enfants. Alors il y a une vieille étude de 2011 qui reprenait l'anémie en Afrique. Alors l'anémie en Afrique, notamment au Maroc, elle est essentiellement due à la carence martiale. Dans les pays d'Afrique subsaharienne, d'ailleurs je salue ceux qui sont venus d'Afrique subsaharienne, il y a d'autres raisons, notamment parasitologiques, d'avoir une anémie. Mais vous voyez qu'au Maroc, dans cette étude qui date de quelques années, 35% des enfants de moins de 5 ans marocains étaient anémiques, probablement par carence en fer. On est devant un problème majeur de santé publique planétaire. Vous savez que je m'intéresse beaucoup à l'obésité. On parle souvent de problèmes indûment de problèmes de santé publique pour l'obésité. L'obésité, c'est un problème individuel. Et par contre, la carence en fer, c'est vraiment un problème de santé publique. Donc, premier pilier de l'alimentation équilibrée, 2 produits carnés par jour. Deuxième pilier, le calcium. Alors voilà les besoins en calcium européens. Donc vous voyez qu'ils sont très importants chez l'adolescent entre 11 et 17 ans, 1150 milligrammes par jour. C'est énorme. Alors voilà le contenu en calcium de différents produits laitiers. Un bol de lait de vache, c'est un peu plus, c'est 330 millilitres, 300, mais 250 millilitres de lait de vache, ça fait 300 milligrammes, donc c'est assez riche. Vous voyez que le yaourt est aussi riche. Alors les petits Suisses, la concentration en calcium dans les petits Suisses est supérieure à celle des yaourts. Si vous faites un calcul rapide, vous voyez ça. Mais on mange généralement qu'un seul petit Suisse, voire 2. Et donc, on ne peut pas remplacer un yaourt de 125 grammes par un petit Suisse en termes de calcium. Le fromage blanc est moins riche en calcium que les fromages à pâte dure, qui sont eux-mêmes plus riches que les fromages à pâte molle. Alors la grande question, donc on a bien vu que c'était surtout les produits laitiers qui allaient assurer les besoins en calcium, mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les végétaux et les eaux minérales peuvent remplacer les produits laitiers? Alors il faut savoir qu'un tiers seulement du calcium est absorbé. On a vu tout à l'heure que pour le fer, c'était à peu près pareil, hein, il y avait dans le fer héminique, à peu près un tiers qui était absorbé, un peu moins. Le calcium, c'est la même chose. Hein. Un tiers seulement est absorbé. Et si on compare donc la biodisponibilité relative du calcium en se basant sur celle du calcium du lait,
donc en prenant comme facteur 1 le calcium, l'absorption du calcium du lait et des produits laitiers, eh bien on s'aperçoit que certains végétaux, et les végétariens, végétaliens le clament haut et fort, certains végétaux sont riches en calcium et ont un calcium qui est au moins, voire mieux absorbé que celui du lait, comme les choux verts frisés ou le brocoli. Alors, il faut savoir qu'un végétal, c'est 80-90% d'eau. Donc, quand on dit riche en calcium pour un végétal, c'est tout à fait relatif. Mais il y en a d'autres, par contre, avec notamment les phytates et les oxalates, qui inhibent l'absorption du calcium, où l'absorption est beaucoup moins mauvaise. Vous remarquez aussi que l'absorption du calcium des eaux minérales est identique à celle du lait. Et donc, pour ingérer 380 mg de calcium, c'est-à-dire à peu près le tiers des besoins quotidiens d'un adolescent, vous voyez qu'un bol de lait, 330 ml de lait, c'est un bol de lait, suffit déjà à assurer le tiers. Ça peut être des yaourts, des petits Suisses. 40 grammes, c'est presque une portion, c'est un tout petit peu plus, c'est une grosse portion de gruyère. Donc, globalement, vous voyez qu'avec 3 portions de produits laitiers, on arrive, s'ils sont bien choisis, à assurer ses besoins en calcium. Pour les eaux minérales riches en calcium, alors je ne connais pas les eaux marocaines, mais les eaux minérales riches en calcium, Courmayeur, Contrex, etc., c'est à peu près 500 mg par litre de calcium. Donc ça, vous pouvez voir sur n'importe quel étiquetage quelle est la concentration en calcium. Et donc, vous voyez qu'avec environ 2 litres d'eau minérale riche en calcium par jour, on assure la totalité des besoins d'un adolescent qui sont très très élevés. Enfin, à moins d'être un végétarien convaincu, vous voyez que 500 mg de choux, parce que j'ai corrigé en fonction de l'absorption, 500 mg de choux, une portion de choucroute par exemple, c'est 250 à 300 grammes. 500 grammes de choux, ça fait vraiment beaucoup, avec bien sûr des conséquences que vous pouvez imaginer. Donc, très clairement, on peut remplacer les produits laitiers par des eaux minérales, mais ce n'est pas possible avec les végétaux, contrairement à ce que certains prétendent. Et donc la conclusion qu'on a faite avec Justine Baqueta et Yannès Linglard dans les recommandations récentes, c'est que les enfants, pour assurer leurs besoins en calcium, devaient consommer 3 à 4 produits laitiers par jour, ou à défaut, 1,5 à 2 litres d'eau minérale riche en calcium. Et en dehors, on s'est posé la question, c'est est-ce que tous les enfants qui n'ont pas cet équilibre, on doit les supplémenter en calcium. Puis on s'est dit 90% des adolescents vont être supplémentés en calcium. Et donc on a défini la dose basse, c'est-à-dire 300 mg de calcium par jour, où là, on est sûr que tous les enfants qui consomment moins, parce que vous savez, c'est aussi une courbe de Gauss, tous les enfants qui consomment moins vont être carencés en calcium. C'est pour ça que voilà les 3 situations où une supplémentation en calcium n'est pas nécessaire. Un enfant qui boit son bol le matin, pas de supplémentation. Un enfant qui consomme au moins 3 produits laitiers par jour, pas de supplémentation. Un enfant, et notamment un adolescent, une adolescente, qui consomme au moins 1,5 litre d'eau minérale riche en calcium, pas besoin. Dans toutes les autres situations, il faut supplémenter. Passons donc, le calcium, c'est 3-4 produits laitiers par jour ou une eau minérale riche en calcium. Passons au DHA. Le DHA, c'est l'acide docosahexaénoïque, qui est un acide gras polyinsaturé, extrêmement important. On va en parler cet après-midi avec les lipides, donc je ne m'étends pas beaucoup dessus, mais c'est très important pour le développement cérébral. Pour nous, c'est plutôt important pour la dégénérescence cérébrale, en sachant que c'est au cours souvent des 5 premières années qu'on fait le stock de DHA. Donc nous, pédiatres, on a un rôle à jouer pour les enfants, même si pour ceux qui, dans la salle, n'ont pas assez mangé de DHA au cours de leur enfance, c'est déjà trop tard. Donc pourquoi c'est un acide gras qui a été considéré comme conditionnellement indispensable, c'est-à-dire avec un apport minimum assuré? Parce que vous voyez que sa synthèse est totalement bout de chaîne, c'est à partir de l'acide alpha-linolénique, c'est un oméga 3. Et donc l'EFSA recommande un apport minimum de DHA, voilà. Donc là, on s'intéresse aux 2-18 ans, au groupe de 18 ans, c'est 250 mg de DHA par jour. Alors ça peut se convertir en apport hebdomadaire. Et donc, c'est EPA plus DHA. L'EPA, c'est l'acide eicosapentaénoïque, c'est le précurseur du DHA. Donc, il est transformé en DHA. Et vous voyez qu'il faut environ 1,75 g d'EPA plus DHA par semaine. Vous voyez ici le contenu en DHA des poissons. Et donc, c'est les poissons gras qu'il faut choisir. Maquereau, saumon, sardines, hareng, truite.
voilà les poissons qui sont riches. Alors vous voyez, des poissons qui sont très très bons, comme le bar ou le loup, qu'on apprécie beaucoup ici, c'est pas très riche. Ou les enfants consomment souvent beaucoup de limande. C'est un poisson qui est très pauvre en DHA. Globalement, et c'était les recommandations de l'ANSES en France, avec 1 ou 2% de poissons par semaine, dont un gras, donc un poisson gras par semaine, ça peut suffire. Ça assure les besoins en DHA et ça rend plus intelligent et ça évite la démence plusieurs décennies plus tard. Alors souvent on parle des contaminants dans les poissons, les métaux lourds, vous savez c'est très à la mode, les pesticides, les contaminants chimiques. Alors ça vient d'une maladie qui a été décrite au Japon, à Minamata, c'est pour ça que ça s'appelle la maladie de Minamata. C'était une usine pétrochimique qui avait déversé ces résidus dans la mer, avec beaucoup de mercure à l'intérieur. Les femmes enceintes en avaient consommé et avaient intoxiqué le bébé qu'elles portaient avec les affreuses images que vous pouvez voir à côté. Mais je n'ai toujours pas trouvé de publication d'intoxication au mercure ou au toxique depuis 1966. La plupart d'entre vous n'étiez pas nés. Donc, c'est quelque chose... Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile de faire manger du poisson que d'avoir peur qu'ils en mangent trop. Et puis, il y a des alternatives. Alors, je sais qu'ici, vous en mangez encore. Quand je présente ça en France, les jeunes vomissent. Donc, c'est la cervelle d'agneau. Elle n'est pas très riche. Je vous rappelle, c'est 1,75 g par semaine. Donc, il faudrait 2 à 3 cervelles d'agneau par semaine. Ça fait un peu beaucoup. Mais sinon, il y a quelque chose qui a disparu, et c'est vraiment dommage. C'est l'huile de foie de morue. L'huile de foie de morue est extrêmement riche en DHA. Avec 2 cuillères à café par semaine, on assure la totalité des besoins en DHA. Beaucoup en ont pris ici, dont moi, et c'est quelque chose qui devrait revenir, notamment pour les enfants qui n'aiment pas le poisson. Bon, je ne sais pas si vous avez déjà goûté à l'huile de foie de morue. Le poisson mauvais, à côté, c'est rien. Tellement c'est mauvais, l'huile de foie de morue. Mais bon, de mon époque, ça existait en suppositoire. On sent moins le goût, donc c'est mieux. Donc, DHA du poisson, il y en a 2 fois par semaine. Et puis, on termine parce que peu ont mis ça, mais on passe tout de suite aux légumes et notamment aux phytonutriments. Alors, tout ce qui est apporté par les légumes peut être apporté par ce qui n'est pas les légumes ou ce qui est des féculents. Si on se concentre sur les végétaux, qu'est-ce que ça amène? Ça amène des fibres et des antioxydants. Le problème, c'est que les carences en fibres et en antioxydants, ça n'existe pas. Ça ne rend pas constipé, parce que c'est souvent ce qu'on dit. Et puis ça amène essentiellement 2 vitamines qu'on retrouve un peu dans le milieu animal, mais beaucoup moins. La B9, l'acide folique et la C. La B9, les carences en B9 d'origine nutritionnelle, j'ai mis sont exceptionnelles pour ne pas dire qu'elles n'existaient pas. Ça n'existe pas. Il y a bien sûr des carences en folate dans certaines situations, notamment la régénérescence d'une anémie ou des maladies spécifiques, mais ça n'existe pas la carence en folate. On en trouve dans le milieu animal des folates, donc ce n'est pas un problème. Alors il n'y a que la vitamine C, et la vitamine C, c'est pour des régimes totalement dépourvus de végétaux, notamment frais, pendant au moins 1 mois et probablement 3. Alors ça se voit notamment chez les enfants autistes qui ont... là en ce moment, on a un enfant dans le service, ça fait 2 ans qu'il ne mange que des pains au chocolat. Entre 2 et 10 pains au chocolat par jour, c'est tout. Donc il est bien sûr multiples carencés en fer, en vitamine C, mais vous voyez, c'est quand même très particulier. Ça fait 2 ans qu'il ne mange que des pains au chocolat, point, rien d'autre. Et encore, un pain au chocolat industriel spécifique que la mère achète, elle fait tous les supermarchés de France pour les trouver, parce que sinon ils ne mangent rien d'autre. Mais donc, en dehors de ces situations très exceptionnelles, ça n'existe pas. Alors bien sûr, vous avez tous entendu parler le slogan 5 fruits et légumes par jour. Vous ne savez peut-être pas d'où il provient, mais il provient de cette étude 2004 où des adultes de 35 à 60 ans ont pris pendant 8 ans des gélules contenant soit des antioxydants et des vitamines, soit rien, un placebo. Chez les femmes, ça n'a eu aucun effet préventif sur les maladies cardiovasculaires ischémiques et sur les cancers. Chez les hommes, ça n'a eu aucun effet sur la prévention des cardiopathies ischémiques. On sait aujourd'hui que les antioxydants ne préviennent pas les maladies cardiovasculaires. Et ça a prévenu le cancer du côlon. Ce que l'étude n'a pas dit tout de suite, mais l'a dit après, c'est que ça augmentait le cancer bronchique, notamment chez les fumeurs, et ça augmentait de manière moins significative le cancer de la prostate. Donc, nuance. Mais vous voyez que ça n'a rien à voir avec l'enfant. Et donc, on a traduit
les vitamines et les antioxydants en portions de fruits et légumes. Si on ne les choisit pas, c'est environ 10 portions qu'il faudrait. Si on les choisit bien, 5 suffisent. Voilà d'où ça vient, on est loin de la pédiatrie. Et puis revenons à la nature. Je pense que les petits Marocains sont comme les petits Français, ils n'aiment pas les légumes. Si depuis des millénaires on a été sélectionné, c'est qu'on doit être attiré par ce dont on a besoin. Les enfants aiment la viande, les enfants aiment les produits laitiers, ils n'aiment pas les légumes, ça ne doit pas être un hasard. Donc voilà, les 4 piliers d'une alimentation équilibrée, c'est ça. 2 produits carnés par jour pour le fer, 3-4 produits laitiers par jour pour le calcium, du poisson 1 à 2 fois par semaine pour le poisson, au moins un fruit et légumes par jour, ça devrait amplement suffire. En tout cas, moi, je n'ai jamais vu de carence, je ne sais pas si j'ai encore jamais vu quelqu'un qui avait vu une carence en légumes, en dehors de situations exceptionnelles comme celles que je vous ai décrites. Et puis au milieu, j'en ai pas parlé, je vous ai mis les féculents, parce que c'est un aliment que les enfants aiment, donc ça ne pose pas de problème, mais le seul intérêt des féculents, c'est d'apporter des calories. Mais bon, ça ne pose pas de problème parce que c'est peut-être l'aliment que les enfants préfèrent le plus. Et quand ces piliers sont en place, n'oubliez pas que les enfants ont le droit de prendre du plaisir. Et le plaisir, et au Maroc ça doit être comme ailleurs, c'est le chocolat, les bonbons, les sodas. Et donc après les repas, quand les piliers sont en place, ils peuvent en consommer. Et d'ailleurs ils se limiteront d'eux-mêmes parce qu'ils n'auront plus faim. Je vous remercie. Merci Patrick. Donc on retient la leçon, boire un bol de lait, manger les sardines et la cervelle, c'est très bon. Tu peux retenir la leçon si tu as moins de 18 ans. À te voir, je ne suis pas sûr. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, docteur Chemlel. Ou des contestations, hein, j'aime bien les contestations. Bien sûr, étayées. Oui. Oui. Donc, ma pratique courante, j'ai remarqué que les enfants qui consomment davantage de lait. De lait? De lait. Oui. Les produits laitiers en général. De produits laitiers. Oui. Ils souffrent beaucoup de constipation, d'anémie, et parfois ils sont irritables. C'est vrai ce que je dis. Il y avait eu un travail, on en a souvent parlé avec Marc, il y avait eu un travail qui avait montré que l'allergie aux protéines du lait de vache pouvait donner une constipation. Moi, j'en ai jamais vu, je crois que Marc n'en a pas vu beaucoup. Après, ça peut être une coïncidence avec 2 maladies fréquentes. Après, on peut parler du calcium, hein, qui peut durcir les selles. Mais pour moi, la consommation de produits laitiers, ça peut être une coïncidence. C'est quand même très fréquent, la constipation. Enfin, je n'ai pas cette notion, en tout cas. Allez-y, si Marc, notre collègue du Cameroun. Merci. J'ai une question concernant les folates. Les folates. Ah, voilà. Vous avez dit que de façon naturelle, il y a très peu de cas de carence en vitamine B9, acide folique, si je ne me trompe. D'où vient-il donc l'idée que la femme enceinte, la femme qui a fait un enfant avec une malformation neurologique, on la supplémente en acide folique pour prévenir, lors des prochains accouchements, la résurgence de ce genre de cas? Comment cela s'explique-t-il, puisqu'il n'y a pas apparemment de cas de carence naturelle en acide folique? J'ai parlé des enfants, pas des femmes enceintes, vous avez tout à fait raison. On donne de l'acide folique et ça prévient les troubles de la fermeture du tube neural. Alors, je ne suis pas du tout obstétricien, donc je ne sais pas pourquoi chez la femme enceinte il y a besoin. Ça a été montré, il y a probablement, Ousmane a l'air de savoir, mais vous avez raison, on donne des folates, mais ce n'est pas une carence nutritionnelle, c'est un besoin spécifique pendant la grossesse. Mais moi j'ai parlé que l'enfant, hein. Okay. Mais vous avez raison, c'est ce qu'on donne partout. Tu sais toi Ousmane? Oui, merci Patrick pour cette présentation qui est très, très bonne. Bon, j'ai arrêté un peu le début, mais je voulais poser 2 questions, hein, ou bien avoir ton avis sur deux questions. C'est par rapport au lien qui existe entre le métabolisme des acides gras polyinsaturés à chaîne longue et le métabolisme, en fait, le fer, la disponibilité du fer. On dit que la carence en fer est un facteur limitant du métabolisme des acides gras polyinsaturés à chaîne longue, puisque ça limite l'activité de la delta-6 désaturase, qui est la première enzyme qui est impliquée dans le métabolisme, en fait, de l'allongement de l'acide linoléique et de l'alpha-linoléique. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le fait d'avoir une carence martiale va poser problème sur le plan du développement? C'est vrai que la carence martiale entraîne des problèmes de développement cognitif. Sur le métabolisme, l'utilisation des acides gras polyinsaturés,
Et qu'est-ce que vous en pensez sur, voilà, c'est quelque chose que j'ai lu et je voudrais... Tu es très très fort en biochimie, Ousmane, je te Oui. félicite. Hein. Voilà, mais je n'ai pas fini. La deuxième question, vous notez ça. La deuxième question, c'est par rapport à... Attends, parce que sinon je vais oublier la question. Ah d'accord, donc je te allez-y. réponds tout de suite. Allez-y. Alors, le fer, on connaît des effets du fer bien définis, mais il y a plein d'autres effets qu'on ignore. Ça intervient dans plus de 100 phénomènes biochimiques, le fer. Donc, je ne connaissais pas ça, tu vois, tu es meilleur que moi en biochimie. Non. Je ne connaissais pas ça, mais c'est tout à fait possible que ça intervienne dans le métabolisme des acides gras polyinsaturés et que ça limite donc la conversion de l'acide alpha-linolénique en EPA et DHA. Exactement. Félicitations. Voilà, merci. Et la deuxième question, c'est par rapport à la consommation de protéines chez certaines catégories de patients. Je prends l'exemple de ceux qui ont eu un retard de croissance, une restriction de croissance intra-utérin, donc chez lesquels on a quand même un capital néphronique qui est assez faible, hein, avec une réduction néphronique, puisque la mise en place voilà, complète de tous les néphrons, c'est à 34 semaines. Donc les retards de croissance, par le phénomène d'épargne, vont avoir un capital néphronique qui est bas. Mais pour ces populations de patients, quand on peut les conseiller par rapport à la consommation de protéines, est-ce qu'il y a des précautions particulières? Parce qu'on sait que s'ils ont une réduction néphronique, avec une surcharge en protéines, ils vont encore plus faire travailler leur rein et se retrouver avec une néphroangiosclérose qui prédispose à l'insuffisance rénale à long terme. Est-ce qu'il y a des précautions particulières par rapport à ces populations? Alors, tu as encore parfaitement raison. J'ai eu cette discussion avec Justine Baqueta, donc, qui est une néphrologue très renommée de Lyon. Et effectivement, comme tu l'as dit, les enfants prématurés, la synthèse néphronique se fait au cours des dernières semaines de la grossesse. Et on a décidé qu'avant 32 semaines, il faudrait peut-être réduire, donc les enfants qui naissent avant 32 semaines, il faudrait peut-être réduire la consommation protéique. Ça ne repose que sur un principe de précaution. Et puis bien évidemment, de manière indirecte, les enfants qui ont une maladie rénale acquise, notamment un rein unique acquis par exemple après un reflux vésico-irétéral, par mesure de précaution, on doit aussi réduire les apports protéiques. Donc tu as tout à fait raison, c'est les deux situations où avec Justine Baqueta on s'est mis d'accord. Les néphrologues ont très peur des protéines, mais quand on leur demande des preuves, ils n'en ont pas. Et notamment, lorsqu'on leur demande si les reins uniques congénitaux font plus d'insuffisance rénale, donc avec peut-être une réduction néphronique, puisqu'ils n'ont qu'un seul rein, la réponse est non, c'est-à-dire qu'on n'a pas plus de reins uniques congénitaux dans les services de dialyse adultes. Voilà. Maintenant, ça reste qu'une observation, et c'est bien sûr très difficile à démontrer, mais tu as tout à fait raison, dans ces cas-là, le principe de précaution impose une réduction des apports protéiques. Professeur Barakat. Oui, bonjour professeur Tchognon, je vous remercie pour la belle présentation. Je reviens au fer. Alors pour l'histoire du fer au Maroc, ça nous pose énormément de problèmes. Vous avez donné les statistiques de 2011. On a aussi les données de la population santé de 2018 qui ne sont pas mieux. On a essayé de fortifier le fer, la farine avec le fer et l'acide folique. Ça n'a pas du tout fait bouger nos statistiques. Et au sein du comité national de nutrition, nous sommes en train de discuter les guidelines de l'OMS par rapport à cette question, pédiatrie, qui parle de supplémentation cyclique en fer chez cette population, notamment les moins de 5 ans, et le déparasitage. Si vous pouvez nous entretenir par rapport à ce propos, ce que vous en pensez dans des pays où nous savons qu'il y a une grande disparité quant aux possibilités des intakes chez les enfants. Et donc, même si on donne des guidelines nutritionnelles aux familles, nous ne sommes pas sûrs qu'ils peuvent être respectés. Merci beaucoup. Alors, vous avez tout à fait raison. C'est un gros problème de santé publique. Les deux apports en fer, c'est simple, hein, c'est le lait de croissance et la viande. On n'a pas d'autres possibilités. Donc, ceux qui n'ont pas accès, et Dieu sait comme ils sont nombreux, notamment sur le continent africain, ni à l'un ni à l'autre, ni au lait de croissance ni à la viande, il n'y a pas d'autre solution que de les supplémenter. Et si vous ajoutez, comme vous l'avez très bien dit, le paludisme ou d'autres parasites, les schistosomes qui sont assez fréquents et qui font saigner ou qui détruisent les globules rouges et qui augmentent encore le risque de carence en fer, je ne vois pas d'autre solution que de supplémenter. Parce qu'il n'y a pas de solution nutritionnelle. Mais ça reste très très compliqué. Alors, j'avais travaillé avec un organisme où on essayait d'augmenter la biodisponibilité du fer végétal. Donc c'est avec des ingénieurs de l'INRA.
c'est aussi peut-être une solution parce que c'est beaucoup plus accessible les végétaux. Donc si on pouvait augmenter la biodisponibilité des fers végétaux, ça pourrait être aussi une solution. Mais c'est un problème majeur de santé publique, surtout en Afrique. Mais pas que, hein, en Asie et en Amérique du Sud et en France. Une dernière question, professeur Lacombe. Oui, merci beaucoup pour votre excellente intervention. Moi, j'avais une question avec ma double casquette de pédiatre et de généticien. Est-ce qu'on a réalisé des études de vulnérabilité génétique par rapport au métabolisme, à l'absorption de certains aliments, pour voir si dans certaines populations, ou avec, je ne sais pas, par exemple pour le fer, des variations ponctuelles du gène du récepteur à l'hepcidine, à la ferritine, à je ne sais quoi, s'il y avait des différences individuelles ou populationnelles par rapport à l'inné et pas que par rapport à l'acquis? Alors c'est une excellente question parce que c'est mon hypothèse pour expliquer, notamment sur le couple ferroportine-hepcidine, hein, qui module l'absorption du fer, pour expliquer pourquoi des végétaliens depuis plusieurs années ne sont pas carencés en fer. Et vous savez que l'hémochromatose est extrêmement fréquente, hein, c'est une maladie extrêmement répandue, c'est l'absence d'hepcidine, mais il y a plein de formes, des variants génétiques avec des formes modérées d'hémochromatose. Et comme c'est extrêmement, je crois, j'avais lu, c'est près de 10% de la population, donc c'est énorme. Et je pense que ceux-là qui absorbent anormalement le fer, quand on vient me voir, c'est souvent des adultes, je leur dis d'arrêter de manger de la viande. Et c'est ceux-là qui, en étant végétaliens, peuvent rester 10 ans, 20 ans végétaliens sans être carencés en fer. Donc la réponse est, comme vous l'avez dit, dans les gènes, avec des susceptibilités individuelles, dans l'autre sens aussi, avec des gens qui ont une hepcidine particulièrement puissante, ça inhibe l'absorption du fer, et ils ont des besoins encore plus augmentés. Donc la réponse est dans les gènes, comme toujours. Merci, professeur Tounian.